Jean Monnet, le premier, il termine ses mémoires en disant « Et la communauté européenne ne fait elle-même que préfigurer les formes du monde de demain. » Ça veut dire, si je comprends bien, et si l'on analyse cette phrase ultime de ces mémoires avec le recul historique que nous avons, que l'objectif ultime n'était pas l'Europe, mais le monde. Christophe Baudouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, docteur en droit, français, vous êtes fonctionnaire européen, et vous venez de publier votre deuxième livre en droit de l'Union européenne. Il s'agit cette fois-ci d'un manuel de la gouvernance de l'Union européenne. Donc un titre très original pour un manuel qui nous change un petit peu des manuels habituels de droit européen et qui annonce un contenu très intéressant puisque vous parlez de la gouvernance européenne, donc une vision plus large, peut-être plus politique des instances européennes. Alors d'abord, l'ouvrage s'adresse principalement aux étudiants en droit, peut-être même aux étudiants en économie pour qui le fait européen est central, aux étudiants des grandes écoles, mais également aux praticiens, avocats, magistrats, qui ont affaire à un certain nombre de questions juridiques européennes pour lesquelles ils ont besoin d'un éclairage particulier. Il s'adresse aussi aux décideurs économiques ou politiques qui veulent comprendre à la fois les institutions, la façon dont elles fonctionnent, dont elles produisent ce droit qui est le droit aujourd'hui qui domine dans tous nos États membres, et également la façon dont il s'applique dans sa diversité, parce que la norme européenne, c'est quelque chose d'extrêmement divers. Il y a une grande quantité de variétés d'actes juridiques européens. On parle du droit dur, on parle du droit mou. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le droit mou, c'est toujours du droit? Est-ce que parce qu'un acte est qualifié de droit mou, de soft law, est-ce qu'il ne s'applique pas? Est-ce que les juridictions n'y font pas référence? Poser la question, c'est y répondre. Évidemment oui. Donc il ne faut pas le passer sous silence ou l'ignorer, comme on pourrait avoir tendance à le faire quand on est de formation classique. On dit une communication de la commission, c'est pas du droit. Une résolution non contraignante, c'est pas du droit. Si, c'est du droit aussi, d'une autre façon. Il faut expliquer comment. Donc ceux à qui il s'adresse sont ceux qui étudient ou pratiquent. Néanmoins, vous avez raison, il s'adresse aussi, et c'est l'idéal pour un ouvrage, s'adresser à tout citoyen soucieux que l'Europe ne se construise plus sans lui. Et pour ça, il s'efforce à la fois dans la façon dont il traite le sujet, c'est-à-dire pas uniquement sous un angle 100% technique et juridique, mais également avec la perspective historique, politique, et également peut-être à certains moments philosophique, l'altitude nécessaire pour mettre en perspective les choses. Eh bien il s'efforce de toucher tous ceux pour qui, soit qu'ils y soient contraints, soit par goût, le fait européen ne peut plus leur être totalement étranger. Alors vous avez intitulé ce livre, ce manuel, Droit de la gouvernance de l'Union européenne. Alors le choix du terme de gouvernance est très intéressant, c'est un terme à la mode qui désigne un mode contemporain de direction des hommes et des affaires. Pourquoi avoir choisi ce terme s'agissant de l'Union européenne? C'est assez novateur pour un manuel. Et puis, plus précisément, est-ce que vous pourriez exposer la classification très intéressante que vous avez faite des instances européennes selon leur rapport à la souveraineté, un petit peu comme outil de compréhension et d'analyse des instances européennes dans leur mode de gouvernement ou de gouvernance. Pourquoi avoir appelé le manuel droit de la gouvernance
de l'Union européenne plutôt que droit de l'Union européenne, comme on faisait autrefois, c'est parce que la logique managériale, qui est celle de la gouvernance, dans l'administration et la formulation des politiques européennes s'étend, comme elle s'étend dans d'autres domaines, dans l'entreprise ou même à l'échelle individuelle. Donc, il nous a semblé plus clair d'assumer dans le titre la direction qu'était en train de prendre cette construction européenne. Nous cherchons à montrer, de manière aussi pédagogique que possible, quels sont les 3 modèles théoriques d'organisation européenne qui cohabitent au sein de l'Union européenne actuelle. On a l'habitude de présenter le débat sur la construction européenne de manière binaire. Ce serait un affrontement, en gros, entre les souverainistes, favorables au maintien des souverainetés nationales, à une forme de coopération européenne mais limitée, et puis les fédéralistes, qui seraient favorables à l'intégration, la construction européenne, considérée comme l'aboutissement, peut-être parfois même le prolongement des nations, et devant mettre fin à toute forme de conflit. Bien, cette présentation n'est pas fausse, mais elle nous semble à la fois un peu dépassée et en tout cas, elle est devenue, à l'heure où nous parlons, totalement incomplète. Ce qui la rend du coup un peu moins vraie. Elle est peut-être pratique dans un débat, mais sur le plan scientifique et sur le plan de la réalité de ce que nous avons sous les yeux, ça n'est plus exact. Une présentation en 3 modèles nous paraît plus... en 3 temps, comment dire. Nous avons face à nous non pas un modèle binaire, mais un modèle ternaire, voire quaternaire. On va s'en tenir aux 3 modèles qui cohabitent au sein de l'Union européenne. Le premier modèle, en effet, qu'on peut qualifier d'intergouvernementaliste, qui est l'union d'États souverains qui ont délégué, non pas transféré, certaines, non pas toutes, de leurs compétences à un organe commun au sein duquel, à l'unanimité ou par consensus ou par différentes formes, disons, de prise de décision qui ne mettent en difficulté aucun des États, prennent des décisions en vue de favoriser leur coopération dans un certain nombre de domaines. Et ils mettent pour ça en place une forme de secrétariat ou d'organe destiné à porter un appui technique à cela. Donc toutes les organisations internationales sont bâties sur ce modèle. Elles ont fleuri après la Deuxième Guerre mondiale, y compris les premières organisations européennes d'ailleurs. Le deuxième modèle, c'est le modèle fédéral, c'est-à-dire en gros les États-Unis d'Europe. Ce qu'on a peut-être résumé sous cette jolie formule, ça consiste bien à faire ce qu'ont fait les Américains à un moment donné et d'autres, c'est-à-dire de rédiger une constitution fédérale destinée à établir les pouvoirs gouvernementaux, en tout cas établir un gouvernement politique, un gouvernement fédéral destiné à gouverner un peuple fédéral dans des frontières fédérales avec des États fédérés avec lesquels les pouvoirs sont répartis de manière différente. Bon. Ces 2 premiers modèles que je viens de d'énoncer sont des modèles à proprement parler politiques. Dans un cas, l'union d'États souverains, donc dans l'autre, un État souverain fédéral. C'est ça. Voilà. Ces 2 modèles existent, cohabitent, certes, au sein de l'Union européenne. Mais il y en a un troisième que l'on a tendance à confondre avec le deuxième et qui pourtant n'a que très peu à voir.
parce qu'il n'est pas un modèle politique au sens strict, c'est ce que j'appelle la fédération globale. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de fédérer des États, nations, il s'agit de fédérer des individus auxquels on va distribuer à travers des chartes de droit, des conventions de droit, donc des droits subjectifs, des droits individuels, pour augmenter la souveraineté individuelle, lesquels individus vont vivre non pas dans un nouveau pays ou dans une nouvelle nation de plus grande ampleur, mais dans un, je cite, un espace de liberté, de sécurité ou de justice, par exemple, et agir sur un marché sans frontières. Le pouvoir ne prend plus la forme d'un pouvoir véritablement politique, du gouvernement politique, comme dans les deux premiers modèles, mais d'une autorité ou d'une agence centrale ou d'une commission, c'est-à-dire une autorité qui est essentiellement technique, qui est là pour mettre en œuvre, appliquer les traités, et qui a tous les pouvoirs nécessaires pour le faire, en partenariat, j'ose dire, avec une cour de justice et qui peut ensuite se déployer à travers différentes agences. Donc, on voit bien que les deux premiers modèles sont des modèles, j'allais dire classiques, et le troisième modèle est un modèle beaucoup plus récent. Les deux premiers modèles relèvent du paradigme historique, politique, géopolitique. Le troisième relève du paradigme managérial, de l'économie globale, de la cybernétique. En 1941, un politiste américain, James Burnham, a publié un ouvrage qui était à certains égards prophétique, qui s'appelait l'ère des managers. Non, ça s'appelle The Managerial Revolution. La révolution managériale, traduit en France par l'ère des organisateurs. Dans cet ouvrage, il explique que les développements de l'économie industrialisée, la nécessité pour les Européens, selon lui, de mettre de côté leurs conflits ancestraux, doit pousser à l'émergence d'une nouvelle forme de pouvoir. Il parle de démocratie contrôlée, et il explique comment le pouvoir du futur va s'organiser en réseau, avec une montée en puissance de ce qu'il appelle les bureaux, qui vont contrôler les démocraties. C'est l'ère des démocraties contrôlées, pour reprendre son expression exacte. Quand il fait ça, évidemment, il annonce à la fois ce qui, selon lui, est nécessaire, et qui va se produire. Un peu plus tard, un autre Américain, Norbert Wiener, va inventer le mot de cybernétique. Et la cybernétique est véritablement le champ, le paradigme de la gouvernance en réseau, avec la logique de flux et de rétroaction. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que je ne suis pas non plus spécialiste. Un autre auteur, également américain, en l'occurrence germano-américain, Ernst Haas, est l'un des tenants de l'école qu'on appelait l'école néo-fonctionnaliste après-guerre aux États-Unis. Et Ernst Haas a beaucoup travaillé sur la méthode, les méthodes que vous pouvez mettre en œuvre pour intégrer les États d'Europe occidentale. Et je dis bien intégrer, il ne s'agit pas d'unir, mais d'unifier, pour intégrer. L'idée était d'utiliser ce qu'il appelle le spillover effect, c'est-à-dire l'effet de débordement de compétences pour, petit à petit, fonction par fonction, permettre, contraindre ou convaincre les États de transférer à une autorité technique indépendante, supranationale, des compétences qu'ils exerceraient donc en commun après avoir délégué à cette autorité technique.
Donc il ne proposait pas un gouvernement fédéral, il ne proposait pas les États-Unis d'Europe, il proposait au fond l'intégration sectorielle, domaine par domaine, des compétences des États les unes après les autres, par capillarité, de telle sorte qu'au bout du chemin, les États membres peuvent continuer à exister en tant que personnalité juridique, que structure, peuvent continuer à conserver un rôle instrumental dans l'ensemble, mais pas plus que ça, ce ne sont plus les souverains. Donc est-ce que vous pensez que voilà, cet espace, l'Europe considérée comme espace des libertés, c'est finalement une idée nouvelle de société, de vie en société, qui se voudrait gouverner non plus par les peuples ou par la politique quantitative, mais principalement par un mode rationnel de gouvernance, donc technique et détaché des peuples. On voit bien qu'entre les deux premiers modèles, intergouvernementaliste et fédéraliste, la démocratie est définie de manière très traditionnelle, c'est-à-dire, je le résume avec la célèbre formule de Lincoln qui se trouve dans notre Constitution, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est-à-dire ce que Benjamin Constant peut-être appelait la liberté des anciens, moins radicale, mais la participation active des citoyens à la vie collective. C'est-à-dire les droits politiques, la liberté politique, la première des libertés politiques. Et puis, c'est comme ça qu'on peut définir la démocratie selon les deux premiers modèles. Alors après, il y a une différence d'échelle, et les deux premiers modèles se sont fortement affrontés. Dans le troisième modèle, la démocratie est définie autrement, elle est définie comme un processus. Il y a un processus d'abolition progressive des distinctions, des hiérarchies et des limites. Et quand j'entends limites, je parle des limites non seulement les frontières physiques, les frontières politiques, les frontières héritées de l'histoire, des conventions et des traités, mais également des frontières, peut-être qu'on pourrait appeler la frontière anthropologique, avec le développement de ce que vous avez appelé vous-même les droits de l'homme dénaturés. Cette évolution, naturellement, on ne peut pas savoir si elle était inscrite dans l'intention de tous les pères fondateurs, mais ce qui est certain, c'est que les fédéralistes et les fonctionnalistes ont cheminé longtemps ensemble, et que à un moment, il est clair que les fédéralistes sincères, ceux qui rêvaient sincèrement d'un État politique européen, d'un peuple européen un jour, dans des frontières européennes, d'une république européenne, ayant pour objet fondamental de continuer la civilisation européenne, ceux-là, à un moment donné, ont pu penser que l'intégration supranationale était un moyen nécessaire ou un mal nécessaire pour aboutir à cette fin. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont été dupés. Parce qu'effectivement, le modèle que vous décrivez comme étant purement fonctionnaliste, finalement universaliste et rationaliste, n'a plus grand-chose d'européen, proprement européen dans le sens de l'héritage de la civilisation européenne. Si vous prenez ce qui caractérise aujourd'hui ce qu'on appelle le citoyen européen, ses droits, simplement, essentiellement, liberté de circulation, de s'établir partout et de voter à certaines élections, et puis qu'on peut élargir à la question des valeurs qui sont affichées en tête du traité, à l'article 2, et également qui sont sous-jacentes dans la charte des droits fondamentaux. On voit bien que si on met tout ça bout à bout, ça n'est pas une européanité qui est définie, mais plus une mondialité. C'est-à-dire que des citoyens australiens ou canadiens ou sud-américains ou sans doute de beaucoup de pays d'Afrique pourraient se retrouver dans ces valeurs, dans ces objectifs, et donc il n'y a pas dans cette logique de l'intégration supranationale telle qu'elle est devenue
une finalité qui a l'air proprement européenne. D'ailleurs, ce qui caractérise ce processus, justement, c'est que ça n'est pas un régime nouveau. En tout cas, ça n'est pas, c'est pas une Europe instituée, c'est une Europe processus. L'Europe se définit par son propre, cette construction européenne se définit par son propre mouvement. Dans le préambule et dans l'article 1, on dit l'union est un processus d'union sans cesse plus étroite. Et le terme sans cesse est absolument vertigineux, parce que ça veut dire qu'on est dans une dynamique permanente. Et ça veut dire qu'on est dans un mouvement permanent. Beaucoup ont dit, en reprenant la formule de Mao, je crois, la révolution c'est comme la bicyclette, quand elle s'arrête, elle tombe. Ouais. Et donc, on est dans un processus, dans un mouvement permanent, dans une construction qui se définit par son propre mouvement, et non pas par ses institutions abouties ou par un objectif clair, définitif. Ce qui veut dire que nous avons devant nous un objet que l'on ne peut pas réduire, comme certains le font, ni à une simple union d'États qui ont mis en commun certaines de leurs compétences, comme dit l'article 89 de la Constitution française, ni non plus à un État fédéral. Nous n'avons pas devant nous un super-État, ni un État fédéral. Nous avons bien autre chose. En tout cas, nous avons une combinaison des trois modèles. Et pour aller au bout de ma pensée, ce mouvement permanent de la construction, on dit toujours, vous savez que chaque fois qu'un nouveau traité est adopté, il est aussitôt périmé. Dans les 10 ans qui suivent, ou dans les 5 ans qui suivent, on nous explique qu'il faut réviser les traités, que ça ne va pas assez loin dans tel domaine, qu'il faut transférer de nouvelles compétences, ou qu'il faut corriger le déficit démocratique, comme si le problème démocratique dans l'Union européenne n'était qu'une question de déficit. Donc, on voit bien que ce mouvement perpétuel est inscrit dans le traité, dans la construction et même dans la mentalité, la psychologie de ses défenseurs. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Ce qui me fait penser parce que quand on pense au contenant, il faut penser au contenu, c'est-à-dire que, au fond, quel est le projet, en tout cas les principes initiaux qui sont inscrits dans le traité de Rome. D'abord, ce qu'on appelle aujourd'hui la constitution économique, c'est-à-dire les 4 grandes libertés de circulation, des capitaux, des individus, des marchandises et des services. Et puis la non-discrimination. Voilà, ce sont les 2 jambes sur lesquelles avance tout doucement la construction européenne depuis le traité de Rome. Et vous avez donc là inscrit un programme qui est lui-même dynamique, parce qu'il s'agit d'une circulation, d'un mouvement perpétuel, qui est l'objet de cette construction. Mouvement perpétuel, en l'occurrence, des capitaux, des individus, des marchandises et des biens, des services, et la non-discrimination, c'est-à-dire cet outil qui permet, in fine, on le voit bien aujourd'hui, à l'individu, peu à peu, à redéfinir, s'il le souhaite, et souverainement, les éléments de son identité d'être humain. Donc, on voit bien que dans ce programme-là, économique et individuel, que ce programme de libre-échange et d'extension sans fin des droits, il est incompatible avec la logique du politique. Platon fixait au politique la mission d'amener à la juste mesure, et ce pour préserver la cité. Juste mesure et cité. On voit bien que l'extension indéfinie du marché et des droits entre en conflit avec cette notion de juste mesure et de cité, et même de commun, qui est l'objet même du politique. Donc, il ne faut pas s'étonner que, ayant fixé ce programme à la construction européenne, elle aboutisse peu à peu, tout doucement, et avec son consentement, à l'évacuation progressive du politique au profit du technique, mettant en œuvre
ce que Saint-Simon avait résumé d'une formule, la substitution du gouvernement des hommes par l'administration des choses. Et cette gestion technique s'incarne dans certaines des institutions de l'Union, mais pas toutes. C'est la Commission européenne, bien sûr, ce sont les comités d'experts, les groupes d'experts qui entourent la Commission, le Coreper, ce sont aussi les juges européens qui sont censés arriver, doivent trancher, doivent faire appliquer les traités, et ils le font d'ailleurs avec beaucoup d'audace, puisque ce sont eux qui sont, dès l'origine, depuis 1961, et plus encore avec les arrêts de 63 et 64 sur les faits directs et la primauté, les véritables moteurs de cette intégration supranationale. Donc, on voit bien qu'on a, donc, pour faire le tableau complet et le résumé, on a un programme économique, c'est l'ouverture progressive du marché, de l'espace marchand, qui, vous l'aurez noté, ne se limite pas à l'Europe, qui est d'abord européen et qui ensuite doit s'étendre au reste du monde, progressivement. Supprimer les barrières et les restrictions aux 4 libertés de circulation. Vous avez la dimension individuelle de ce programme, la dimension, j'allais dire, presque personnelle de ce programme, avec l'extension des droits individuels. Et la conséquence logique, c'est qu'il nous faut un pouvoir qui soit façonné, qui soit reconfiguré pour répondre à ce programme. Et il faut que ce soit donc un pouvoir essentiellement technique dans lequel les démocraties sont contrôlées, comme disait Burnham, dans lesquels les États jouent un rôle important, mais essentiellement instrumental. Ils jouent un double rôle, les États membres, dans ce réseau de gouvernance. Le premier, c'est bien sûr qu'ils participent quand même de très près à la négociation des textes européens. Et à travers une institution très importante qui est le Conseil, ils actent, en codécision avec le Parlement, les textes européens, ils prennent les actes européens. Ils y participent d'une autre façon, c'est qu'ils transposent le droit européen, ils mettent en œuvre les politiques européennes au quotidien, à travers leurs propres administrations, et à travers ces différentes fonctions, ils contribuent à revêtir l'ensemble du droit européen du manteau de leur propre légitimité.